donc la conférence. La librairie. D'accord. Alors, dans le principe de la pop culture, depuis bien longtemps, c'est de se baser éventuellement sur des icônes véritablement connues, que ce soit de l'animation japonaise, comment Dragon Ball, ou auparavant tout ce qui est littérature anglo-saxonne et tout ça, et puis après éventuellement de malaxer. Mais la question est de savoir, et on va en discuter donc avec les artistes qui sont présents sur le festival, c'est savoir est-ce que cette forme, tout ça, c'est simplement une manière de récupérer un petit peu ces icônes, finalement une forme d'opportunisme, ou est-ce que tout simplement ça fait partie de l'essence même de la pop culture, c'est ce qui a fait la pop culture. Donc je ne sais pas qui est-ce qui veut commencer éventuellement sur cette partie. Je sens que Gauthier est complètement dubitatif sur cette partie-là. Toi qui as repris effectivement l'univers finalement de Lovecraft via la marque de Cthulhu, est-ce que tu t'es davantage inspiré de l'écriture en général du maître, ou est-ce que finalement tu voulais simplement reprendre les personnages et les malaxer à ta sauce? Je vais te répondre les deux. Forcément, tu te situes dans le cadre d'écriture fixé par Lovecraft, hein, dans son usage très spécial du vocabulaire. Et en même temps, tu es bien forcé d'y apporter ta propre patte, tu as ton propre imaginaire derrière, tu as vécu des dizaines d'années que Lovecraft n'a pas vécu. Hein. Forcément, tu remalaxes, pour reprendre ton expression. Tu fais du Lovecraft, mais du Lovecraft qui aurait vécu dans les années 2000. Pas facile. Pas facile d'être Lovecraft. Je vais prendre celui-là et je vous laisse basculer sur celui-là. Non, Nico, tu seras aussi mis à contribution. Donc effectivement, oui, Lovecraft, finalement, tu récupères les éléments d'écriture et tu en fais un petit peu ce que tu veux derrière. Après, ça reste finalement un style. Est-ce que malgré tout, tu essayes de t'en rapprocher, avoir donné l'impression au lecteur finalement qu'il est vraiment dans une œuvre de Lovecraft, ou non, finalement tu t'en moques et ce n'est que c'est vraiment Cthulhu à la sauce Venling. Deuxième solution, Maître Capello. D'accord. Disons, j'étais pas dans le pastiche. Le pastiche, c'est des gens qui font ça mieux. Hein. Donc, oui, c'est effectivement du Cthulhu sauce Venling. Hein. Très bien. Mais c'est de la bonne sauce, hein. Attention. Hein. De mon point de vue, oui. Très bien. Du côté de Gustave, finalement, à la base, vous êtes des street artistes. Des artistes tout simplement, je pense. Mais tout à fait. Certains ont quand même pas mal graffé dans leur enfance comme Tizieux, et certains autres du collectif le font encore. Mais on va essayer d'englober le côté artiste sans segmenter avec le côté graffiti, tout à fait. etc. Tu as raison. Est-ce que finalement s'intéresser à la pop culture, mais je fais mon sport en même temps en me tenant debout. Donc, qu'est-ce qui vous a intéressé finalement dans la pop culture à essayer d'y aller? C'est simplement à vouloir lui rendre hommage, ou est-ce que c'est simplement des icônes qui vous parlent? Voilà. Je pense que tout vient de l'enfance, de base. C'est notre culture en fait. Ouais, voilà, comme dit Tio, c'est de la nostalgie. On part de quelque chose qu'on a croqué, dessiné plusieurs fois, longtemps, des années sur nos cahiers, et puis après on se dit pourquoi pas aller plus loin. Donc apporter le trait. Il y a une volonté d'aller, de transcender un petit peu ce qui est proposé. Oui, voilà, c'est d'essayer de s'approprier certains codes en fait, comme dans le manga, on voit souvent la Akira, c'est un manga d'anticipation, ça a 30 ans, c'est énorme, même maintenant, essayer de le refaire, pas forcément à la sauce d'il y a 30 ans, mais c'est quelque chose qui est... Oui, parce que passer par... justement, vous passez derrière de grands maîtres.
Il n'y a, pas y a pas un sentiment d'écrasement ou quoi que ce soit? Non, je pense qu'il faut oublier un peu le côté petit bras et essayer on va dire, pas de s'imposer, mais de faire voir ce qu'on sait faire. Et accessoirement, tout en pensant que oui, l'œuvre unique, l'œuvre de base est sublime. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a envie de la faire vivre de notre côté. Si on ne l'aimait pas, on n'irait peut-être pas justement vers ça. Oui, parce on que la respecte en fait. Finalement, les œuvres originales, parfois, pour certaines, bon, peut-être pas tomber dans l'oubli, mais en tout cas, des formes de cycle aussi dans la pop culture, que des artistes comme vous, finalement, ça remet un coup d'éclairage. Je pense, Monsieur Garcin. Ouais. Bonjour tout le monde. Bonjour Bayeux. On va essayer de réveiller tout le monde là. Tout le monde s'en va. Alors, donc, on y va. La vague de Kanagawa. Ouais. Une de tes œuvres emblématiques. Oui. En fait, ce que je voulais dire, c'est que c'est vrai qu'après, on peut reprendre. On se demande pourquoi je parle finalement. Non, mais j'essayais de finir avant. Quand vous parliez de copier ou pas, en fait, ce qu'il y a, c'est que des fois, il y a des personnes qui vont récupérer un personnage de la pop culture, mais vraiment, j'ai l'impression, on voit ça beaucoup dans le pop art. Il y a des gens, ils vont faire un tableau, il va y avoir Donald, Spider-Man, ils vont jeter de la peinture dessus, des fois, et après, ça va donner une œuvre, voilà, comme ça. Bon, et voilà, il n'y a pas trop de fond. Et là, je me dis, quelle utilité, si ce n'est de se faire remarquer ou d'intéresser les gens qui aiment Spider-Man ou l'oncle Picsou. Il n'y a pas vraiment d'intérêt. Donc là, je trouve que c'est pas très bienvenu. Par contre, après, on peut faire une œuvre où on a quelque chose à dire et on va reprendre Spider-Man parce qu'on a un style graphique vraiment très différent des styles graphiques par exemple Marvel. Et là, on va vraiment apporter quelque chose de nouveau. Et dans ce cas-là, on va dire, c'est beaucoup plus noble et je pense que c'est mieux accepté aussi bien des ayants droit Marvel que quand quelqu'un voit un tableau 40 000 € et qu'il y a Superman, Lucky Luke, les Schtroumpfs et le logo McDo. C'est moins bien, je pense, voilà. Donc il y a des bonnes intentions, des mauvaises intentions. Je pense, je sais pas. Bien sûr, c'est pour ça que moi j'essaye vraiment dans mes collages de mettre du fond. Quand je fais un collage sur Dark Vador, j'essaye de faire un résumé de l'histoire de Star Wars en mettant tous les personnages, plein de Dark Vador dessinés un peu de toutes les époques. Enfin, voilà. Après, ça reste quand même, je m'approprie quand même des personnages qui ne m'appartiennent pas. Justement. Donc ça reste toujours délicat et ça je le sais. Je sais des fois que je risque un peu, j'ai pas trop le droit de vendre des posters avec Dark Vador, mais c'est pour ça que je n'ai pas de boutique en ligne où je vends pas. Ça, c'est sûr que ce serait, à mon avis, elle serait fermée tout de suite si je vendais tous mes posters en ligne dans le monde entier. Donc, il faut savoir aussi, faut pas pousser le bouchon trop loin, en fait. Est-ce que justement, toi, qui as déjà eu des relations avec, tu as fait la couverture de Marvel, donc forcément, tu as été en relation avec les hautes instances. Oui, je pense que grâce à ça, ça m'a un peu adoubé, peut-être. Le fait de travailler avec Marvel, peut-être qu'il y a des gens qui vont moins m'embêter, peut-être, je sais pas. Tu vois, c'est un peu bon, ok. Et eux, comment ils perçoivent, eux, de leur piédestal, finalement, eux, ils le perçoivent comment que des personnes se réapproprient une partie de leur travail? Ça, on n'en a jamais vraiment parlé. C'est juste quand ils m'ont contacté pour la première fois, ils m'ont juste dit, on adore ton travail, on adore ce visuel, on aimerait bien l'utiliser. Après, c'est pas allé plus loin. Après, ils m'ont commandé d'autres couvertures, mais ils m'ont jamais parlé de mes autres travaux. Ils sont jamais allés m'embêter en me disant, mais on a vu que tu faisais des prints, que tu vendais. Voilà, pour l'instant, c'est toujours resté assez correct. Ils m'ont jamais posé de questions, jamais embêté. Donc c'est pour ça que j'essaye de rester le plus discret possible et continuer, quoi. Ton Voilà. truc de ton côté. Voilà, oui. Et finalement, sans faire n'importe quoi, pas faire des t-shirts, il faut savoir où est la limite, en fait. sûr. Tu vois, voilà. Tout à Et fait. si t'abuses pas, je pense qu'ils t'emmerdent pas trop. Parce qu'il y a tellement de copies sur Internet. En fait, là, sur des sites chinois notamment, ils copient tellement. Moi, je retrouve mes œuvres justement, en vente on voit- partout sur des sites chinois. ça qui est, je me dis, si Marvel les fait pas faire, mais eux, je pense pas qu'ils vont me poser des problèmes à moi. Sinon, moi, je dis, attendez, regardez, il y a tout ça là, vous les faites pas fermer, ces trucs en Chine, vous y arrivez pas. Je pense qu'ils sont un peu débordés actuellement, tous les ayants droit, hein, que ce soit Marvel, DC, la FO, enfin tous les grands noms. On voit plein de copies sur Wish notamment, je crois, c'est ça le site chinois, non, c'est notamment. un spécialiste de la copie Voilà, donc internationale. là, et même maintenant, j'ai vu qu'il y avait des figurines de haute qualité qui étaient copiées, quoi. Donc tu peux commander des figurines qui valent normalement 300 €, tu peux les acheter à 60 €. Et j'ai vu des gars qui faisaient des déballages et ils disaient qu'elles étaient quand même pas mal pour le prix. Donc ça fait un peu peur, quoi, du coup. Tu vois. Enfin bon, voilà.
Est-ce que tu as déjà vu des figurines de toi avec ton masque de Monsieur De Garcin? moi en slip, ouais. De moi en slip. Non, c'est pas vrai. Non, non, pas des figurines, non, mais par contre des posters. J'ai vu des slips, enfin des maillots de bain avec mes visuels, des t-shirts, des coques de téléphone. En fait, c'est la fête, j'allais dire la fête du slip. Ils ont réussi. En plus, le problème, c'est que ces voleurs, entre guillemets, ils ont pris des visuels, mais qui n'étaient pas de très bonne qualité sur Internet. Ouais. Donc après, ils font un t-shirt qui est tout pixelisé avec une mauvaise qualité. Donc, il n'y a rien qui va, quoi. Bah ouais. Mais à la base, J'en ai acheté un une fois. Hein. Je les ai contactés en leur disant oui, vous avez pris un visuel à moi, vous pourriez m'envoyer au moins quelques t-shirts, quoi. Mais le minimum 10 ou 20, tu vois. Ils ne m'ont jamais répondu. Donc j'en ai acheté un pour voir la qualité et c'était pourri. Voilà. Donc n'achetez pas. C'est pourri, quoi. C'était un espèce de truc synthétique, horrible, tout pixelisé, dégueu, quoi. Enfin voilà. Et ça valait genre 20 balles, quoi. Waouh. parce en parlant justement de qualité, Gustave, enfin, les gars sur le stand, vous faites de la customisation, sur du matériel. Finalement aussi la notion du support, le fait d'apporter ces icônes de la pop culture sur un autre support, est-ce que ça permet de réfléchir aussi différemment à la chose ou pas? Est-ce que tu t'adaptes finalement au support? Oui. Ah oui, ça, de toute façon, oui. En prenant l'exemple, par exemple, des consoles qu'on est en train de faire actuellement, généralement, on respecte jeux Nintendo sur console Nintendo, jeux Sony sur console Sony, etc. Donc ça, à partir de là, nous, on respecte. Ouais, c'est ça se pense différemment. Comme dit Julien, selon le support, on va pas... on adapte surtout l'illustration au support. On ne peut pas faire n'importe quoi sur n'importe quelle console. On est contraint par rapport à la forme, le design, toutes ces choses-là. Donc voilà. D'accord. Donc, avec de très jolies coques, effectivement, sur la thématique Zelda. Oui. Globalement, j'ai l'impression que l'univers Nintendo, éventuellement Ghibli, c'est des choses qui sont très très facilement reprises. Est-ce que c'est parce que c'est des univers avec qui n'ont pas une charte graphique extrêmement complexe, et encore, enfin bon, c'est pas un artiste qui parle, hein, clairement. Alors, Ouais. il faut. Alors, c'est à la fois assez puré, mais c'est pas non plus forcément le plus simple à recopier, pour le coup. Mais c'est le plus facile à réinterpréter, je pense. Le côté, du coup, justement, un peu flat design, donc vraiment très simple. Juste 2-3 couleurs pour, par exemple, en prenant l'exemple d'un Pokémon, c'est le design le plus simple au monde et pourtant c'est pas forcément ce qui est le plus facile à recopier, mais c'est le plus facile à réinterpréter parce que du coup c'est quand même assez ouvert. Alors que pourtant un Pokémon, bon, on peut dire qu'ils ont déjà épuisé le filon eux-mêmes en reproduisant un maximum de Pokémon différents. Ça devient difficile de les Pour le coup de Pokémon, par exemple, ce qui est envisageable et ce que par exemple moi personnellement j'ai déjà fait, c'est changer de style. Je sais que j'avais fait une série de Pokémon où c'était un peu en mode, comment on peut appeler ça, cabinet de curiosité. Donc j'avais pris un aspect un peu réaliste du coup de l'animal de base qui a été utilisé pour les Pokémon. Par exemple, Salamèche, une salamandre. Bulbizarre, j'avais pris une grenouille, etc. Et j'y avais rajouté des côtés. Du coup, par exemple, j'avais fait pour Salamèche une salamandre avec attaché sur la queue une allumette, par exemple. Voilà. Donc c'est là où, dans le sens où c'est quand même plus facile à réinterpréter, puisque vu que le design est de base très simple, ça permet de pouvoir étendre ça sur quand même plus d'un style en fait, des styles totalement différents, etc. Et on le voit d'ailleurs sur Internet, hein, il y a quand même Pokémon notamment, c'est quand même très repris, et on a quand même beaucoup de styles différents sur du Pokémon. D'accord. Mais pour revenir sur ta question de tout à l'heure, c'est surtout que de par Pokémon, Ghibli, etc., c'est surtout que, comme disait Julien tout à l'heure, vu que l'utilisation de la pop culture est quand même très liée à l'enfance et à la nostalgie, à ce qu'on a vu, nous, quand on a grandi, etc., vu que Pokémon et Ghibli a quand même accompagné beaucoup d'entre nous dans l'évolution, etc., c'est obligé que ce soit réutilisé, réinterprété, et puis bah voilà, c'est des univers qui sont quand même tellement riches que c'est quand même aussi très sujet à réinterprétation. Miyazaki a bien bossé de notamment Miyazaki, par exemple. C'est assez fou. Autre univers qui est souvent effectivement remalaxé, recopié, l'univers Star Wars. Justement, Tizieux,
Parce on t'a pas beaucoup entendu là depuis tout à l'heure, on sent que... Voilà. Tu avais fait une série de créations où tu reprenais des personnages de la pop culture sur lesquels tu mettais des têtes d'animaux. Oui, tout à fait, ouais. Qui étaient finalement avec une symbolique très forte, qui était en relation finalement avec le personnage lui-même. Oui, il fallait trouver une corrélation entre le personnage qui avait marqué la pop culture, notamment par rapport à des séries de films, que ce soit Retour vers le futur, Star Wars ou quoi que ce soit, et leur trouver une sorte d'avatar animal. Donc effectivement, j'avais fait Han Solo, et comme c'est le pilote capitaine du Faucon Millennium, donc du coup j'avais mis une tête de faucon. Marty McFly, c'est quand même Michael J. Fox qui joue le personnage principal, donc j'avais réalisé le personnage avec une tête de renard. Donc c'est toute une suite de choses comme ça, quoi. Ah, nous avons un invité spécial. Eh ben, on va profiter de cette coupure invité surprise avec la distribution. Il faut, pour les personnes qui sont intéressées pour le tournoi Dragon Ball Z Fighters, vous présenter. Hop, 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 vous allez là-bas. Vous allez dans le coin là-bas, par ici. Toi aussi, Nico. Donc l'inscription pour le tournoi King of the Hill Dragon Ball Z Fighters, ou peut-être d'ailleurs certains de nos convives ont envie d'y participer. Ah, ça y est, on les a perdus. Sinon, au niveau des icônes, on parlait effectivement par rapport les œuvres qui marquent la jeunesse et donc forcément qui derrière marquent l'imaginaire en tant qu'artiste. Gauthier, toi, de ce point de vue-là, est-ce que tu as des auteurs qui t'ont marqué dans la jeunesse, peut-être hors Lovecraft, que tu aurais envie de réinterpréter aussi via un escape book ou ce genre de choses. Tu me parlais tout à l'heure éventuellement de faire une BD ou ce genre de choses. Est-ce qu'il y a des univers sur lesquels tu aurais envie de travailler en termes d'écriture? Tu m'aurais demandé il y a quelques années, je t'aurais répondu. Je crois qu'il recherche le slip de Monsieur Garcin sur Wish. Voilà. Quand tu auras trouvé le slip, tu me le montreras, ça m'intéresse aussi. Tu m'aurais demandé il y a quelques années dans quel univers j'aurais voulu écrire, je t'aurais répondu Le Seigneur des Anneaux. D'accord. Parce que dans les années 90, Le Seigneur des Anneaux, j'avais découvert ça comme une différence totale par rapport à ce qui se lisait à l'époque. Années 90, c'était le réalisme. Dans la littérature jeunesse, tu trouvais que des histoires de prostitution, de drogue, d'orphelins. La fantaisie, t'en avais pas. C'était effectivement un petit peu le parent pauvre, en tout cas, et mésestimé de la pop culture. Et puis, c'est revenu après, mais moi j'avais découvert ça, c'était comme une oasis, quoi, lire Le Seigneur des Anneaux et Bilbo le Hobbit. Mais maintenant, c'est devenu tellement une tarte à la crème. Tu le vois à toutes les sauces. T'en as dans le point.fr, t'as une exposition à Paris au Centre Pompidou sur Le Seigneur des Anneaux. Du coup, maintenant, l'appétence n'est plus là. Donc en tout cas, je t'ai répondu par la négative, Le Seigneur des Anneaux, maintenant j'en ferai plus. On m'a demandé récemment d'écrire de la fantaisie, et j'ai eu du mal. Ok, donc finalement, oui, il y a des univers finalement qui ne t'intéressent plus. Ça rentre aussi dans le cycle finalement, parce que je pense que la fantaisie s'est énormément développée ces dernières années. Peut-être un trop-plein, il y aura peut-être un creux de la vague, et éventuellement un retour par la suite. Malgré tout, Le Seigneur des Anneaux avec la série Amazon qui se profile, je pense qu'on va tâter du gobelin et de l'Uruk-hai. Est-ce que vous avez... Maintenant que effectivement vous avez finalement votre propre public par rapport à ce que vous proposez, lorsque vous croisez le public justement dans une convention de ce type-là, le fait que les personnes, j'imagine, parlent davantage de leurs souvenirs d'enfance et tout ça, est-ce que c'est le meilleur moyen d'avoir un partage avec eux, ou est-ce que vous avez envie d'aller plus loin dans la relation avec le public? Monsieur Garcin, demandez au micro. Alors, grande concentration pour cette réponse, car je vous avoue, je n'ai écouté que la fin de la question. Parce que la question a été mal formulée. Non, mais... Une affiche de quoi? Ah ben j'ai déjà fait. À Wolverine, il y a déjà.
Ah tu peux, c'est toi qui choisis le nom, hein. Vanveliride ou Serval, selon les souvenirs. Oui, les vrais français. Donc, en fait, tu veux dire, est-ce qu'on fait consciemment, est-ce qu'on donne aux gens ce qu'ils veulent, Oui. ou est-ce qu'on fait ce que nous on veut? Tout à fait. Ça dépend. Moi, j'ai toujours fait plus ou moins ce que j'avais envie, mais c'est vrai que ça correspondait à certaines attentes, donc tant mieux. Mais après, il peut arriver en tant qu'artiste, des fois tu as des commandes, ou des fois tu as envie tout de suite de faire un truc, tu sais, qui va plaire instantanément, tu prends le truc du moment, tu peux en faire un, mais tu peux pas faire toute une carrière comme ça, tu deviens fou. Au bout d'un moment, des fois, tu as envie de faire des choses personnelles. Et moi, ça m'arrive de faire des collages un peu plus pointus. Je me dis, je vais faire ce collage, ça va intéresser 100 fois moins de personnes, mais hop, j'ai envie de le faire, ça me fait plaisir. Justement, la série que tu as faite, où tu reprenais les estampes japonaises et avec un personnage de la pop culture, c'est sûr que c'est forcément peut-être moins parlant directement pour le public. Figure-toi que je crois que c'est ce que apprécient le plus les gens. C'est là où j'ai eu le plus de likes et de partages. Ah. Ça fait des années que j'avais... Donc, tu vois, c'est assez fou. Donc, genre, admettons, sur 500 likes, il y avait 80 ou 90 partages. Tu vois, le ratio, j'avais jamais vu ça. Alors, tu vois, comme quoi... donc, ces collages aussi ont plu, même si c'était des œuvres que j'avais faites assez différentes. Parce que là, c'est dur de parler. Les gens, ils n'ont pas de visuel, donc ils ne savent pas de quoi on parle. Mais... c'était des œuvres différentes de ce que je faisais d'habitude. Ils pourront découvrir ça sur ton stand après. Voilà, mais disons que j'ai réussi à pas perdre les gens. Il y a beaucoup de gens qui me disent mais même si c'est totalement différent, ça reste cohérent dans ton travail. Donc voilà, mais oui, il faut arriver à faire la part des choses. De toute façon, il n'y a rien de mieux qu'un artiste qui fait vraiment que ce qu'il aime. Mais des fois, il faut pouvoir manger aussi. Et donc, le mieux, c'est d'arriver de jongler honnêtement. Mais c'est un équilibre qui est quand même difficile à trouver. Après, moi, perso, non, parce que c'est vrai que moi, je travaille sur les icônes de la pop culture. Donc, qui dit icône dit que ce sont des personnages qui plaisent au plus grand nombre. Donc, on peut pas. Moi, c'est vrai que je vais pas trop non plus me la ramener en disant, puisque moi, je travaille que sur des icônes, que sur des. Donc, il y a toujours des gens qui aiment. Après, moi, je préfère que les gens s'intéressent à mon travail, à la complexité du truc, plutôt que juste j'aime Dark Vador, alors je vais aimer ton collage de Dark Vador. J'essaye d'apporter un truc en plus que Dark Vador, mais bon, après, ça c'est. Très bien. Voilà. Des questions. Tout le monde discute entre eux, personne n'écoute. Ok, bravo. Est-ce que dans le public, il y a des questions? Ah! Est-ce que l'on vit de son art? Est-ce que l'on vit de son art? J'imagine que chacun aura une réponse différente, là, du coup. Ouais. Pour répondre, non, si on vit de son art, dans mon expérience, non. Moi, c'est un à côté. De mon vrai métier, je suis enseignant. Maintenant, écrire, c'est une satisfaction et en même temps, ça paye les vacances, quoi. De mon côté, c'est pareil. J'ai un taf à côté, formateur, et c'est ma passion, c'est mon revenu supplémentaire et qui grossit en fonction des saisons et surtout de l'année, Noël, etc. En fait, voilà. Même combat. Non, j'ai un travail à côté. On n'a pas le droit de copier son voisin. Malheureusement, ouais, mais là, on est plusieurs dans le même cas. Non, c'est avant tout une passion. Faut pas voir ça comme quelque chose de négatif, d'avoir son travail à côté et de ne pas vivre de son art. Moi, personnellement, ça me permet surtout de faire ce que j'aime. Et comme disait Monsieur Garcin, de ne pas tomber dans le je fais ce qui plaît pour vendre, même si pour certains, il faut manger. Et non, du coup, faut vraiment pas voir ça comme quelque chose de négatif, surtout. Moi, j'ai la chance de pouvoir vivre en fait de ce que je fais, et heureusement, parce qu'en fait, c'est tellement long à faire. Il me faut entre 3 semaines et 1 mois pour faire une œuvre, et souvent, je dis aux gens, mais si je devais avoir un boulot à côté, je pense que ça me prendrait 4 mois à peu près, parce que quand on rentre de 8 heures, de 7 ou 8 heures de boulot, c'est vrai que c'est dur de se mettre pendant 4 heures à découper ou à dessiner des trucs vraiment, et qu'on soit content du résultat. Donc, j'imagine que c'est pas facile. On a peut-être, quand on travaille, on a peut-être moins même l'inspi ou moins l'envie peut-être, je sais pas. Après, des fois, si on est un peu crevé, ça dépend du travail qu'on a, mais ou peut-être ça peut être aussi un peu un exutoire aussi, peut-être, je pense, comme du sport ou un truc comme ça. Donc bon, et donc voilà, ouais, j'ai la chance de pouvoir en vivre, et je croise les doigts pour que ça continue. Alors moi, c'est la même que Julien ici, c'est-à-dire que j'alterne entre le job de formateur et aussi les commandes d'illustration
ou les projets perso. Mais bon, il faut savoir que un projet personnel, c'est pas forcément à vocation d'être rémunéré. Il est plutôt pour développer son savoir-faire et son talent, en espérant, après, ou pas d'ailleurs, on s'en fout en fait à la limite. En gros, on développe son identité et parfois on est repéré pour des petites choses qu'on a réalisées et que des clients peuvent être amenés à vouloir dupliquer pour leur projet. Et donc là, avoir une rémunération là-dessus, quoi. Que ce soit une commande pour des gros clients ou quoi. Voilà. Donc, Il faut prendre en compte tant que le fait plaisir est présent, en fait. Voilà, il faut prendre. Le but ultime, je pense, de tous, c'est qu'on arrive à avoir nos identités qui transpirent dans nos travaux, et si possible, que ça soit rémunéré. Voilà, et que ça soit pas uniquement une commande de travail quelconque. Ce qui peut arriver, malheureusement, parce qu'il faut bien avoir un poste alimentaire. Voilà. Très bien. Oui, parce qu'il faut quand même manger à un moment donné. À un moment donné, ouais, faire manger les enfants, vivre, payer le loyer. Payer le loyer. Il y a une madame là-bas qui... enfants. Une question de Madame Benoît. Question. Moi, j'ai la question. Alors, chacun, vous faites de l'art différent, que ce soit de l'art de différents découpages, Monsieur Garcin et vous autres avec tout ce qui est Cthulhu et autres. Je voulais vous demander, quand est-ce que ça vous est venu cette idée-là de faire ce que vous faites maintenant, puisque c'est quand même spécifique d'avoir repris le flambeau, par exemple de Lovecraft, ou d'avoir eu l'idée d'assembler différentes images, ou enfin voilà. Je voulais savoir chacun. Bon, je te courage. Tu veux pas commencer moi j'ai toujours dessiné en fait, donc voilà. C'est-à-dire que mes plus vieux dessins, je me souviens avoir fait des Marty McFly et des Sangoku et des Piccolo, etc., etc. Donc après, ça a obligatoirement dévié vers un parcours scolaire qui m'orientait là-dessus, quoi. Après, c'est comme toute personne, c'est la quête d'identité et de recherche de soi. Donc après, moi, la première chose qui te vient à l'esprit quand tu as envie de créer, c'est soit de développer ton univers, soit effectivement de te baser sur un univers préexistant. Et là, tu développes des choses qui existent déjà ou tu recopies. Après, il y a un moment où tu as, humainement, on a tous envie d'exister par soi. Et on essaie de proposer des choses qui viennent de notre cœur et qui viennent de notre imagination. Et ça peut être la désillusion parce que c'est pas forcément ce qui va attirer les gens. Mais bon, après, il faut quand même, faut pas s'oublier là-dedans. Mais en gros, moi, j'ai toujours dessiné. Voilà, je connais pas un moment de ma vie où il n'y a pas eu de la créa. Bah moi je dessinais aussi quand j'étais enfant et c'était tellement nul à chier que j'ai arrêté quoi. Du coup c'est vraiment je voyais mes amis dessiner autour de moi et ils s'amélioraient, c'était de mieux en mieux et moi ça stagnait. Enfin j'ai vite senti que c'est pas un truc que j'avais au fond de moi donc j'ai arrêté bon. Et sinon donc j'ai commencé à faire les collages il y a pas très longtemps, enfin il y a 10 ans, mais c'est vraiment un peu une deuxième vie en gros quoi. Et donc en fait c'est venu vraiment de l'envie de rendre hommage aux bandes dessinées que j'aimais quand j'étais petit. À la base, j'ai voulu faire un cadre. Chez moi, en fait, c'est simple. J'ai voulu racheter les BD que je lisais quand j'avais 5-6 ans. Alors, à 5 ans, je ne les lisais pas. Hein. Je regardais que les images. Mais donc, j'ai racheté plein de vieilles BD, des vieux Strange notamment. J'ai découpé les couvertures et je les ai mis dans un grand cadre. Donc, chez moi, je l'ai encore. J'ai un grand cadre avec toutes mes couvertures préférées de quand j'étais enfant. Elles étaient magnifiques, elles étaient peintes. Donc, je les adorais. Donc, je me suis retrouvé avec des bandes dessinées sans couverture. Donc je voulais pas les mettre dans ma collection, tu vois, je me disais je vais pas mettre ces 20 BD sans couverture dans ma collection, en même temps je voulais pas les jeter, parce que je me disais il y a toutes ces histoires qui m'ont fait rêver dedans, c'est horrible de les jeter. Donc j'ai gardé cette pile de BD chez moi pendant peut-être 1 ou 2 mois, et au bout d'un moment, entre-temps j'avais quitté mon boulot, parce que voilà, je me sentais un peu enfermé dans ce que je faisais, je me suis dit si je pars, si je me fais licencier, j'ai droit à 2 ans de chômage, je me suis dit donc comme ça j'aurai 2 ans pour réfléchir à ce que je veux faire. Et pendant ce temps-là, j'ai commencé à découper un peu ces BD qui traînaient et j'ai commencé à essayer de faire des montages. Donc la première année, je faisais pas ma technique de collage, ça n'avait rien à voir avec la mosaïque. Parce que ma technique de collage, que vous pourrez venir voir tout au fond pour ceux qui veulent, c'est le principe de la mosaïque. Sauf qu'à la place que ce soit des petits carreaux de céramique, ce sont des personnages de bande dessinée. Et donc en les accumulant, on arrive à avoir des portraits, donc des zones de couleurs différentes selon ce qu'on fait, comme de la mosaïque. La première année, je faisais un travail un peu différent, mais on va dire que voilà, c'est venu comme ça, par cette anecdote de cadre que j'ai fabriqué. Et aussi, il faut savoir, je vais essayer de faire court, il faut savoir que quand j'étais enfant, j'aimais découper. Aussi, je découpais mes magazines de jeux vidéo, et tous mes jeux préférés, je découpais les images, les textes, je les recollais. Donc déjà, dès l'enfance, j'avais
des affinités avec les ciseaux, voilà, et ça s'est retrouvé des années après, voilà. Et le développement s'est fait vraiment au fur et à mesure, quoi. Mes premières œuvres n'ont rien à voir avec celles que je fais maintenant, mais j'en suis très fier aussi, mais voilà, en résumé, vite fait, comment ça s'est passé. Et c'était il y a 10 ans, voilà. Alors, moi c'est un peu plus particulier parce que depuis que je suis assez jeune, j'ai toujours été passionné par deux choses qui de base ne pourraient pas être liées du tout. Donc, c'est-à-dire la pop culture, donc ce pourquoi on est tous là aujourd'hui, et tout ce qui est un peu mythologie, peinture biblique et tous ces trucs-là. Les peintures qu'on peut voir dans les églises, notamment. Et du coup, j'étais passionné par ces deux choses-là. Et en fait, juste au bout d'un moment, je me suis dit, pourquoi pas essayer de les relier. Et donc du coup, j'ai d'abord travaillé sur le style biblique, enfin biblique. Quand je dis biblique, c'est du style tout ce qui est ce que vous pouvez voir lié à la mythologie. Vous avez un graveur qui est très connu qui s'appelle Gustave Doré qui a fait toutes les illustrations des Fables de La Fontaine et de la Bible notamment. Il a gravé toutes ces illustrations-là. Et donc du coup, j'ai essayé de travailler sur ce style-là, puis ensuite ramener la pop culture dedans. Ce qui a donné ce que je fais aujourd'hui, tout simplement. Voilà. C'est à peu près ça. Après, comme Tizieux, j'ai toujours dessiné. Toujours. Comme la notion du sacré. Enfin, on entend souvent les termes vraiment très religieux, finalement, par rapport à Star Wars ou ce genre de choses. Et les thématiques religieuses aussi sont présentes. Donc, finalement, la liaison, tu l'as fait pas si difficilement que ça. C'est vrai que dit comme ça. Alors après, moi pour le coup, quand je dis biblique, etc., c'est surtout c'est pas tant sur le message, c'est plutôt sur l'aspect visuel. Ce qu'il faut savoir, c'est que la peinture biblique, c'est des choses, ils ont des codes qui sont quand même assez importants. Et donc du coup, c'était vraiment lié ces codes-là avec les codes les codes visuels avec la pop culture, en fait, tout simplement. Voilà. D'accord, très bien. J'ai oublié la question. On a été trop. Ah oui, c'est ça. Tout simplement, le Comment fait tout a commencé de dessiner constamment, tout le temps, regarder des comics, des mangas. Je suis tombé dedans vraiment depuis très jeune, on va dire, dès que j'ai su lire ou ouvrir un livre ou un comics. Après, avec l'âge, forcément, on gagne de la technique, donc on expérimente un petit peu tous les médiums, c'est-à-dire la peinture, le marqueur, etc. Et puis, avec les années, on s'améliore, on sent vite vers le style qu'on aimerait tendre. Alors moi, je suis fan des impressionnistes, donc certaines périodes de ma vie, j'ai commencé à vraiment créer tâche par tâche, faire du pointillisme, mais coloré plutôt que de faire que du noir. Et puis maintenant, on va dire que je mixe un peu tout numériquement et en peinture. Et puis je m'éclate comme ça. Et ça rebondit un petit peu sur ce que vous disiez avant. Est-ce qu'on fait ça pour nous ou pour les autres? Principalement, j'essaie de faire ça pour moi. Et après, si ça plaît, j'aime beaucoup. Ça fait forcément plaisir. Mais dès que ça n'a pas le même impact au niveau des likes ou autre chose, parce qu'on est dicté par les réseaux sociaux maintenant pour se faire voir, je suis plus détaché maintenant à ce niveau-là, mais ça me construit quand même, parce qu'on sait très bien vers qui on va tendre et tout. Mais à part ça, je m'éclate en fonction des techniques que j'utilise, et puis avec on va dire les capacités qui augmentent et l'entraînement, on se développe. Voilà, tout simplement. Et Gauthier? Alors, pour ce qui est du déclic qui fait qu'on se met à l'écriture, j'ai pas vraiment de réponse. Je peux dire dans quelles circonstances c'est venu, mais la raison pour laquelle c'est venu, je ne vois pas vraiment. J'ai vu passer des concours d'écriture sur Internet, sur des forums, et ma foi, à un moment, je me suis dit, allez hop, la main à la pâte, on y va. Et par chance, avec un petit succès d'estime, ça a permis par la suite de se faire remarquer par un vrai éditeur qui, du coup, a proposé d'écrire quelque chose à la manière de Lovecraft. Donc voilà, vendu. Très bien. Merci. Est-ce qu'il y a une dernière question éventuellement dans le public? Quel est le point de vue de votre famille, vos épouses ou vos enfants par rapport à votre activité de dessinateur ou de colleur? Le regard familial par rapport à cette activité.
bien. Non, je rigole. Bienveillant. Non, c'est bien pris. On fait de la pop culture, hein, on fait pas de l'érotisme, on fait pas du dessin comme ça. Donc, Ouais, mais pendant longtemps, c'est vrai que la pop culture a eu, et même encore en partie, il y avait un côté un peu péjoratif par rapport à ça. Maintenant, même si ça le vend en poupe, j'en ai eu encore la preuve ce matin avec une interview sur France Bleu. On a l'impression que oui, mais ça, c'est on les est médias, des extraterrestres. Ça, c'est les médias, ça. Ouais. Ça, c'est parce qu'ils comprennent pas. Dès que tu sors d'Internet, c'est compliqué à expliquer. Non, ça, c'est bien pris par les proches, la famille, etc. De toute façon, généralement, quand on baigne là-dedans, il y a quand même l'entourage qui baigne aussi dedans. Donc, non, c'est plutôt bien pris. En tout cas, dans mon cas. D'accord. Très bien. Bah, moi, après, je dois avouer que, par exemple, quand j'ai quitté mon boulot, je ne l'ai pas dit à mes parents. Du coup, pendant 2 ans, ils ne savaient pas que je travaillais plus. Et ils me disaient, bon, tu auras ton Noël cette année. Je disais, ah, ouais, on va voir. Ça a duré, je crois, pendant 3-4 ans. Je leur ai pas dit. Et après, ils ont été obligés, quand il y a eu la couverture Marvel, que j'ai commencé à faire des salons, aller à droite ou gauche. Ils me disaient, ah, mais t'as beaucoup de vacances et tout. Enfin, bon. Et en fait, ils l'ont appris quand les Virgin Megastore ont fermé. Ma mère m'a appelé, oh là là, mon Dieu, mais ça fait, qu'est-ce que tu vas faire de ta vie? Je fais, ah, mais maman, ça fait 4 ans que je suis parti. Ils ont fait quoi? Enfin bon. Donc au début, je leur avais pas dit. Et après, eux, ils ont été au courant directement avec Marvel qui me contacte. Donc je veux dire, voilà, bon. C'était que des bonnes nouvelles. Donc après, c'est vrai que voilà, les parents peuvent s'inquiéter, dire que c'est un milieu compliqué. Dans le dessin, dans l'art, que ce soit la musique ou le dessin ou tous les milieux artistiques, c'est des milieux, souvent les parents, ils sont jamais très chauds. Ah, mais plutôt, tu veux pas faire banquier ou... tu veux pas faire un vrai métier entre guillemets, ouais, voilà. Mais voilà, donc moi pour ma part, bon ben voilà. Au début, je les ai épargnés et après, quand c'était plus cool, ben, ils l'ont appris, donc voilà. Alors, le regard de l'environnement familial. Moi, mes parents, c'est pareil, ils m'ont toujours soutenu du moment que tu es épanoui dans ta vie, je pense. C'était le principal pour eux. Après, là, il y a souvent mon fils qui arrête pas de venir depuis tout à l'heure. Vous voyez, lui, il baigne là-dedans. En fait, il a l'impression d'être dans... Lui aussi, il te soutient. Non, mais lui, c'est génial, à la maison, il y a plein de trucs, quoi. Voilà, donc, en fait, il voit pas le côté exceptionnel, on va dire. Ouais. Parce que il y a plein de dessins, plein de trucs, des conneries, parce que je pense qu'on est tous collectionneurs de plein de petites choses, de petites babioles. Là, j'ai reçu hier un colis d'un pote qui était au Japon, il m'a envoyé comme il m'a dit, des cochonneries. Bon, c'est des trucs qu'on trouve dans les petites boules à tirettes, là. Mais voilà, les gars de Japon. Et en gros, il me dit, mais c'est quoi ça, papa? Je dis, bon, c'est des cochonneries. Donc, bah, voilà, il était content, il les a montés, il a joué avec. Lui, pour lui, c'est un peu le délire tous les jours, quoi. Voilà. D'accord. Après, effectivement, le regard extérieur fait que. Mais t'as envie? Mais enfin, là, ton dessin, là, t'as envie? Bah, écoute, il y a des moments, tu fais des affiches pour des trucs qui, ouais, t'as envie, ouais. Ouais. Tu fais des projets, ouais, t'as envie, ouais. Donc, bah voilà, à partir du moment où les parents, ils commencent à capter ça, c'est intéressant. Mais c'est vrai qu'il y a toujours ce petit côté où ils sont très inquiets pour nous, c'est normal, on est leurs enfants, quoi. Ils ont besoin d'être rassurés. Mais le truc qui va les rassurer, c'est de savoir que tu as bossé pour telle marque ou telle personne ou tu as fait un gros chiffre. Bon, forme de caution, en fait. Ouais, là, ça cautionne le truc et derrière, ok, ils vont te faire confiance. Et ils se disent, bon, ok, de toute façon, ils se plaignent pas, donc voilà. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien, ouais. Donc, alors, la réaction de la famille quand on dit un artiste. Bah, dans un premier temps, moi, je leur en ai pas spécialement parlé, hein. Je faisais tranquillement mon truc dans mon coin, tout en faisant mon boulot à côté. Et c'est seulement ensuite, une fois qu'il y avait un bouquin à montrer, que là, j'ai pris la peine d'en parler. Et dans ce cas-là, bah, c'est comme quand tu es un môme en maternelle et que tu ramènes ton dessin. Les parents, oh, c'est extraordinaire, je vais le coller sur le frigo. Et là, c'est pareil, c'est, oh, il m'en faut un exemplaire, je le lis pas, je le mets dans le placard. C'est vraiment la reproduction à 30 ans de distance des mêmes attitudes, quoi. Bon, je prends ça avec humour, ça me fait rigoler, quoi. Bon. Bah, pour mon cas, c'est pareil, en fait, comme Nico, hein, mes parents m'ont toujours soutenu, en fait, dans la création. Ils savaient très bien que je dessinais H24, donc quand on se fait, on va dire, convoquer tous les mois par le CPE, parce qu'on remplit des
feuilles de cours, des classeurs entiers de Sangoku ou alors de Wolverine, forcément, ils ont bien vu qu'à la fin, ils allaient avoir affaire à quelqu'un qui allait bosser un petit peu là-dedans. Donc non, ils sont toujours très friands et c'est les premiers critiques. Hein. Quand on dit les parents, ils adorent tout le temps. Non, moi j'ai une mère, elle me dit non, ça c'est pas bien. Donc elle dit soit recommence, change de couleur, et puis comme ils savent que je suis daltonien, ben, je peux dire qu'ils annoncent vraiment la couleur sur ça. Il fait, tu vois vraiment cette couleur-là? Non, on t'encourage à faire un autre violet, enfin un mauve comme tu veux, enfin comme tu veux. Non, et voilà, donc en gros ils m'ont toujours soutenu, me soutiennent encore, et quand il y a eu des passes difficiles, bah, ils m'ont toujours soutenu encore, et puis voilà, ça, c'est comme ça. C'est les parents, quoi, on les aime, quoi. Très bien. C'est sur ce beau message. Ah bah voilà. Qu'on va... De l'amour, la fête des mères, la fête des pères, voilà. Très bien. Alors, bah c'est sur ce beau message qu'effectivement on va clôturer cette conférence. On espère que vous avez pris du plaisir à écouter nos artistes, que vous pouvez retrouver donc sur toute la durée du festival, sur l'ensemble des stands, que ce soit Gustave, donc pour Glad, Vincent et Tizieux, que ce soit Gauthier sur le stand Métropolis Dédicace, ou Monsieur Garcin sur son stand pour aller découvrir tout au fond là-bas, pour découvrir ses prints. Merci encore pour votre participation, et puis bah la suite avec Dragon Ball Z, il me semble.